Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, nous retournons un petit peu sur le sujet de l'open source et on va regarder un petit peu comment ça se passe pour mettre en place les pratiques open source dans le monde de l'entreprise, parce que l'open source est utilisé partout, chez tout le monde, mais encore faut-il après savoir l'utiliser, puis aussi savoir se l'approprier et y contribuer. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, on a deux invités qui sont experts dans le domaine, ils vont nous guider là-dessus. Et je pense qu'à la fin, vous serez des experts vous aussi. On va voir, sans transition, comme le disait l'un de mes invités, comment on met en place les pratiques open source dans le monde de l'entreprise. Et avec eux, tout sera sous contrôle. Donc, nous avons Sébastien Lejeune, Thomas Moreau. Bonjour. Peut-être je vous laisse vous présenter rapidement. Donc Sébastien Lejeune, moi je suis Thales Open Source Advocate et donc je travaille à la direction technique du groupe. Et je m'occupe depuis 4-5 ans d'une grosse initiative pour transformer les pratiques vis-à-vis d'open source. Et donc, j'aide les collaborateurs à publier des assets open source et à contribuer à des projets existants. Et je m'appelle Thomas Moreau, j'ai rejoint Thales il y a 6 ans maintenant pour m'occuper de l'initiative Inner Source. Inner Source. Alors, on va peut-être commencer par ça parce qu'on parlait d'open source en introduction et là il y a quelque chose Inner Source, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Inner Source? Absolument. Le terme existe depuis plus de 25 ans maintenant, c'est un terme qui a été inventé par Tim O'Reilly qui est connu pour O'Reilly Media qui édite un certain nombre d'ouvrages avec souvent des animaux en noir et blanc en couverture, en général ça marque les gens. Et donc c'était sa définition à lui pour dire appliquer les bonnes pratiques du monde de l'open source, mais les restreindre au périmètre de l'entreprise ou du groupe, pour le cas de Thales, un groupe comme le nôtre, avec plusieurs centaines d'entités juridiques. Et voilà, c'est vraiment prendre ce qui marche bien dans le monde de l'open source et l'appliquer en interne dans notre groupe. Super. Concrètement, juste pour qu'on creuse un petit peu plus, qu'est-ce qu'on peut couvrir dans l'Inner Source? Parce qu'on va se dire c'est pas uniquement tiens, j'ai tel produit, c'est pas un produit qui est open source et donc voilà, je vais faire de l'inner source là-dessus. C'est des choses qui peuvent être plus larges, j'imagine. Alors ce qui fonctionne bien, aussi bien chez nous que dans les entreprises avec qui on a pu discuter, c'est les sujets liés au DevSecOps, parce que toutes les entreprises s'y mettent, ils n'ont pas forcément un historique là-dessus, et donc puisqu'on se lance tous d'une équipe à l'autre en même temps, autant réutiliser au maximum ce qu'a fait son petit camarade, ce qu'a fait son collègue, plutôt que réinventer la roue à chaque fois et de partir de zéro. Ça, c'est des sujets qui fonctionnent bien. Un autre sujet qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est lié au design system. Il y a même des entreprises qui vont jusqu'à open sourcer leur design system. C'est le cas d'Orange, c'est le cas d'IBM, c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises. Nous, on est resté encore dans le monde de Inner Source pour notre design system, mais justement pour pouvoir le propager au sein du groupe dans toutes nos GBU et que nos 80 000 employés puissent y accéder. Voilà, on le partage en Inner Source, donc les gens ont accès au code, ont accès à la documentation, ont accès à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le mettre en place en local dans leurs entités ou dans leurs projets. Et donc le design system, c'est ce qui permet d'avoir des choses cohérentes en fait entre les différentes applications, par exemple. C'est le même type d'ergonomie, les mêmes composants qui sont utilisés pour avoir la cohérence. Bon, Inner Source, je pense que c'est clair. Merci pour ces petites définitions. Et donc, on disait comment on met en place les bonnes pratiques open source. Et pour ça, on a ce qu'on appelle à la base l'Open Source Program Office, OSPO. Sébastien, qu'est-ce que c'est un OSPO? Alors, un OSPO, alors moi j'ai appris le terme tardivement, mais en fait, j'avais déjà créé un OSPO sans le savoir. C'est tout simplement une équipe qui est dédiée à la mise en place de tout ce qui va aider les collaborateurs à faire des contributions open source. Ça passe concrètement par au moins 3 types de responsabilités. Des gens qui vont s'occuper de tous les aspects juridiques, sécurité. Des gens qui vont faire tout ce qu'on appelle la gestion de communauté. Ça, c'est extrêmement important. Il faut animer une communauté. Donc, je m'occupe de cette partie-là avec Thomas aussi sur l'Inner Source. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est opérationnel. Donc, comment mettre en place le processus, mettre un ensemble de stacks, d'outils à disposition des gens pour les aider en fait à avoir un chemin et un parcours le plus simple possible et le plus efficace. On va creuser ça, chacune de ces parties parce que c'est intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui ne se représentent pas forcément et surtout la partie contribuer, justement comment contribuer à l'open source. Mais avant d'aller là-dedans, donc là on a dit OSPO. Tout à l'heure on était sur Inner Source, donc il y a l'équivalent pour l'Inner Source. Absolument. Ça s'appelle Nous, on appelle ça l'ISPO, du coup, l'Inner Source Program Office, et on a réuni très récemment les deux initiatives dans le YOSPO maintenant, un terme qui n'existe a priori qu'entre nous, qu'on n'a pas retrouvé sur le marché. Mais voilà, en tout cas, la philosophie est là. Donc c'est l'équivalent en termes de fonctionnement, c'est un peu la même chose. Donc, tu parlais des différentes activités. Juste pour rentrer sur le premier, tu parlais de comment on contribue, faire en sorte que ce soit possible et d'aider et d'accompagner l'entreprise à contribuer. Avant d'expliquer comment on fait ça,
Est-ce que tu peux donner des exemples de contributions que vous faites chez Thales au monde de l'open source? Parce que c'est pas quelque chose qui est forcément Thales et open source immédiatement. Tout à fait. C'est souvent une question qu'on nous pose dans les events où on va. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de GitLab. Nous, on est très gros utilisateurs de GitLab. On a je dirais, entre l'utilisateur en interne Thales qui s'appuie sur GitLab, notamment pour les activités inner source. Et typiquement, GitLab, comme vous le savez, c'est un produit open source et on a été amené à faire plusieurs contributions sur la plateforme GitLab en elle-même. Et si je dois en retenir qu'une, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'on a passé avec un de nos développeurs peut-être 3 à 4 heures de notre temps à faire cette contrib, donc c'était juste un petit bout d'UI dans la création d'un projet. Mais en fait, à l'échelle du groupe, nous, il faut voir qu'on a fait gagner quelques secondes à chaque fois que quelqu'un importe un projet, fois personne, et GitLab, c'est 30 millions d'utilisateurs, donc on a fait gagner potentiellement beaucoup de temps à beaucoup de gens. Et c'est ça la force qu'on aime dans la contribution. Il y a le côté déjà pouvoir corriger soi-même un problème qu'on a constaté et continuer à avancer, mais surtout le reverser à la communauté et en faire profiter tout le monde. Et en fait, ce cercle vertueux, il permet d'avoir un produit qui est toujours à une qualité, je dirais pas optimale, mais pas loin en tout cas, et en tout cas avec des cycles de vie très rapides. Le cycle de GitLab, pour moi, c'est hallucinant, mais entre le moment où on a eu l'idée de faire cette contrib et le moment où elle a été release dans GitLab.com, il s'est écoulé peut-être 1 mois et demi. En tout et pour tout, hein, je parle vraiment. Et quand je parle juste de la partie merge, de la review de la merge request, c'était encore plus rapide que ça. En 10 jours, c'était plié. Donc, ils ont des cycles qui sont vraiment impressionnants et ça permet, nous, d'améliorer le produit au fur et à mesure et de reverser ça à la communauté. Et donc là, quelque part, l'idée, c'est pas, on va dire, c'est pas des contributions qui sont faites de manière idéologique, c'est juste vous avez des outils que vous utilisez, donc vous dépendez. Tout à fait, mais on a un petit peu de tout. En fait, c'est assez hétérogène ce qu'on a sur notre... Alors nous, on partage nos assets au travers d'une organisation GitHub, et on a aussi bien des petits bouts de framework que des samples, des repositories qui sont vraiment tout petits, que des gros morceaux, que ce soit sur l'IA, sur la cyber, bien évidemment. C'est très hétérogène, et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est surtout qu'on est des énormes consommateurs de briques open source, et ça paraît logique aussi, nous, d'une part, de reverser, mais aussi en plaçant en fait des committeurs dans les projets, on va pouvoir aussi influer sur les roadmaps techniques, échanger avec les gens, avoir les informations en premier. Tout cet aspect-là, il est super intéressant. Pour moi, il y a toujours 2 aspects, un aspect de reverser des données, mais aussi un aspect de récupérer de l'information et être partie prenante d'un projet. Et ça, c'est vraiment une force collective qui est hyper intéressante d'un point de vue stratégique. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment une des qualités de l'open source. Oui. Et ça a vraiment une valeur dans le cadre de l'entreprise. Donc les contributions, c'était une partie. Après, il y avait tout ce qui était compliance, licence, processus. Ça existe aussi côté ISPO, ces parties-là? Absolument. On y a réalisé l'initiative autour de 3 piliers. Donc, il y a les piliers techniques avec tous les outils mis à disposition des développeurs pour pouvoir partager. Donc, bien sûr, le GitLab, mais pas que. Ça, c'est la partie technique. On a une partie licence également, de la même manière que dans le monde open source. On a différentes licences, MIT, Apache, EPL et autres. Nous, en interne, on a développé 4 licences en fonction des cas d'usage que les développeurs peuvent réutiliser pour partager en fonction de ce qu'ils ont envie de partager et jusqu'à quel périmètre. Et enfin, comme le disait Sébastien, il ne suffit pas d'avoir un environnement technique pour pouvoir partager et le droit de le faire juridiquement avec la licence. Il faut aussi animer cette communauté. Et donc, il faut créer des espaces où les gens puissent échanger, se rencontrer, créer de l'effervescence, de l'émulation, et pour qu'on puisse avoir des belles histoires à raconter à la fin. Justement, sur cette notion d'échanger, de partager, faire vivre la communauté, qu'est-ce qu'on a comme activité au quotidien pour ce genre de choses? Alors, on a différents webinars au cours de l'année, soit des webinars qui sont dédiés à nos GBU et qui ont des problématiques précises, soit des webinars beaucoup plus globaux et qui concernent tout le monde dans le groupe. On en fait en général un par saison, printemps, été, automne. En hiver, on se garde plutôt ce temps-là pour un hackathon. Donc un hackathon annuel qui a souvent une thématique liée à l'IA parce que c'est un peu les sujets du moment, mais ça peut être l'IA et la sécurité, l'IA et la donnée, l'IA et autre chose. Et enfin aussi une convention qu'on a renommée il y a peu assez longtemps que ça, Thales IO Days, pour I pour Inner et O pour Open, dans laquelle on va récompenser les projets ou les personnes qui ont été les plus impliquées, qui ont fait plus avancer les choses, ou qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont propagé la bonne parole au sein de leur entité, de leur GBU, de leur BL, peu importe. Voilà, essayer de mettre en avant les projets et les personnes. Et aussi, pour la mise en avant des personnes, on a travaillé avec nos ressources humaines pour que ce travail-là de contribution inner ou open source soit reconnu
dans le parcours d'expertise de nos collaborateurs. Oui, donc là, on voit vraiment les valeurs qu'avoir, c'est OSPO, ISPO, ou YOSPO, comme vous dites. Ce que ça permet en fait de faire, ce sont des choses qui sont structurées, mais qui n'existeraient pas si vous n'étiez pas là pour faire ça en fait. En entreprise, peut-être qu'elle contribuerait à de l'open source de manière ponctuelle, peut-être qu'elle aurait des choses partagées entre les différentes équipes, mais typiquement ce que vous dites sur la partie RH, là, ça n'existerait pas sans ça. En fait, je dirais même que ça te permet de passer à l'échelle parce que des gens qui font des contribs, il y en a toujours eu, Oui, dans Thales ou ailleurs. Par contre, le fait qu'ils puissent le faire dans un cadre homogène, légal, défini, contrôlé et ça. qui va vers une logique et une stratégie qui est unifiée, ça rassure les gens et ça permet aussi de motiver les gens, comme l'a dit Thomas, en fait, de les reconnaître pour ça. Donc, c'est plus quelque chose qu'ils font sur leur vie privée ou un petit peu à cheval. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils font de manière reconnue dans l'entreprise. Et pour moi, tout le monde est gagnant sur toute la chaîne. Et du coup, qu'est-ce qui est venu en premier dans le sujet? C'est-à-dire, parce que finalement, il y a un cercle vertueux dans l'histoire, hein, ça s'auto-alimente vertueusement, on voit la valeur que ça crée, donc on continue, etc. Mais est-ce qu'il y a d'abord eu la réalisation que les pratiques open source, donc pas juste l'open source, mais les pratiques open source, ça a vraiment du sens, donc il faut structurer ça? Ou est-ce que c'est parti juste de, tiens, on expérimente un petit peu dans un coin, on voit que ça marche et on fait grandir cette initiative? Alors, entre l'œuf et la poule, c'est pas toujours évident de savoir. Exactement, l'œuf et la poule. Tu as décodé ma question. On a d'abord eu un succès avec un projet qui s'appelle Capella, qui est un projet open source. Ouais. Et c'est suite à ce succès-là, dans un périmètre assez défini, que l'initiative Inner Source a été lancée pour répliquer cet espace d'échange, de collaboration, de partage, mais au sein même du groupe. Donc c'est comme ça qu'est née l'initiative Inner Source. Et comme le disait Sébastien, on avait déjà, en fonction des différentes entités, des contributions open source, mais pas harmonisées. Et c'est là que, suite au succès aussi de l'initiative Inner Source, on a lancé officiellement une initiative open source. Et comme au travers des activités de Thales, qui sont pour partie en tout cas, des activités sensibles de défense et autres, on se doutait bien que dans un premier temps, essayer de passer à l'échelle sur l'open source, ça serait peut-être compliqué. L'inner source a cette qualité comme ça reste dans le périmètre d'entreprise, ça sécurise les gens, ça les rassure aussi. Et par contre, au niveau des principes, du mode de collaboration, c'est exactement la même chose que dans l'open source, qui nous a permis, nous, d'avoir un peu ce temps différé, de commencer par sensibiliser les gens à la culture du reuse, de l'ouverture, de la transparence aux autres, et ensuite de pouvoir asseoir justement cette stratégie open source en addition. Et aujourd'hui, les deux sont vraiment, on les a réunis. Il y a des assets inner source qui deviennent open source, donc c'est un parcours et une transition qui est tout à fait naturelle pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, la plupart des gens qu'on a dans les communautés sont sur les deux aspects, c'est-à-dire ils font de l'inner comme de l'open. Donc maintenant, c'est naturel, mais est-ce qu'au début, c'était aussi naturel? Donc, est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a surpris des gens? Est-ce qu'il y a eu des petites barrières à faire sauter, ce qui peut exister au départ, hein, ça, c'est pas forcément choquant. Il y a eu plusieurs barrières. Étonnamment, il y avait des gens qui étaient un petit peu... ils avaient peur d'être, en tout cas, jugés ou évalués. Ils se considéraient que leur code n'était pas assez mature, pas assez documenté, pas assez ceci, cela. Et en fait, très rapidement, une fois qu'il y en a qui jouent le jeu, une fois qu'on a eu un premier succès inner source, il y a un effet quand même domino. C'est-à-dire quand les gens commencent quand la bonne parole, la bonne stratégie commence à se répandre, naturellement, les gens viennent nous voir et s'intéressent de plus en plus, et ainsi de suite. Il y a vraiment un effet d'entraînement. Mais c'est vrai que de prime abord, c'était pas forcément dans la culture du groupe. Donc il y avait vraiment un changement aussi de mindset à opérer au niveau de l'entreprise. Mais ça, je dirais qu'au fil des années, l'inner source a vraiment pavé le terrain et aujourd'hui, ça paraît assez naturel. L'évolution s'est faite doucement, progressivement. Et puis, on a eu le support quand même assez rapidement du top management. Et ça aide beaucoup. On a eu vraiment des sponsors, des VP qui croyaient beaucoup à cette stratégie inner et open. Et ça nous a permis aussi de disséminer plus largement, plus efficacement et d'avoir cette légitimité acquise au fil du temps. Et par curiosité, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question-là, mais est-ce qu'au niveau du top management, les gens qui ont été sponsors, ils étaient déjà sensibilisés à ces sujets-là ou est-ce qu'il a fallu les convaincre et ils ont fait preuve de bon sens, entre guillemets? L'équipe a changé au fur et à mesure, donc je pense que typiquement le responsable de Sébastien, lui, était convaincu déjà dès le début. Pour la partie ingénierie, je pense qu'il a fait un petit travail de conviction, mais il en est même arrivé à donner cette citation-là dans un événement. Partout, on peut réutiliser quelque chose, soyons feignants, c'est un bon moyen d'être productif. Donc voilà, pour avoir quelqu'un qui dit ça en public devant tout le monde et que je réutilise à foison chez nous, voilà, on a quand même vraiment... Je pense que les deux personnalités ont un trait commun, c'est quand même, ils ont le goût de
changer les habitudes. Ils ont ce Mm. goût de l'innovation, de casser les codes et ainsi de suite. Et vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et effectivement, moi, mon responsable direct, comme le CTO de Thales, sont vraiment deux personnes qui croient à cette culture du reuse et qui vraiment l'ont exercé tout au long de leur carrière. Donc oui, pour moi, il y a un fort relationnel entre D'accord. le fait qu'ils sponsorisent, mais ils y croient vraiment, totalement. Et nous, ça nous a aidé fortement en fait, à déployer un petit peu plus efficacement, on va dire, avec un rayon d'action plus fort. Et j'aime beaucoup, quand on parle de fainéantise, je suis très très fan de fainéantise et je le dis, on en a parlé précédemment. Pour moi, ça peut être une très grande qualité d'être fainéant parce qu'effectivement, ça force à trouver d'autres approches qui sont peut-être plus simples et plus bénéfiques sur le long terme. On a des choses qui sont intéressantes avec l'OSPO, l'ISPO et toutes ces initiatives-là, c'est qu'il y a des effets non prévus. On parlait de l'attractivité, justement, quand on préparait un petit peu cet échange. L'attractivité auprès des personnes externes, notamment en termes de recrutement. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Sébastien? Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai découvert au travers des différents événements auxquels on participe. Pour citer les deux principaux, on va dire que c'est Open Source Experience qui a lieu chaque année, en fin d'année, et le Capitole du Livre à Toulouse, qui sont deux événements où on va retrouver beaucoup de populations étudiantes, d'autant plus vrai pour le Capitole du Livre. À Toulouse. Et en fait, très souvent, j'ai pu constater, puisqu'on avait des stands là-bas, que les gens étaient dans un premier temps un peu surpris de notre présence. Pourquoi Thales, Open Source? C'est bizarre, mais en fait, quand on échange avec eux, quand on leur explique la stratégie, pourquoi on fait du reuse, pourquoi on veut faire des contributions, ainsi de suite, honnêtement, la majorité repartent compréhensifs et en ayant compris la stratégie. Et même sur 2-3 années, on a vu l'évolution. C'est-à-dire que ce côté, les gens sont interpellés, existe beaucoup moins qu'au début. Et aussi, surtout, beaucoup de gens sont venus même proposer de même leur CV, s'intéressent. En fait, c'est clairement un vecteur qui leur permet de se projeter. C'est-à-dire, eux, ils sont nés en général la plupart du temps. C'est la génération pour laquelle l'open source, c'est juste normal. Quand on leur dit que l'Internet, nous, on a vu la création d'Internet, ils nous regardent avec des yeux comme ça. Pour eux, c'est natif. Donc, c'est tout à fait logique. Et dans leur manière même de collaborer, ceux qui sortent d'école aujourd'hui, et c'est vrai depuis, je pense qu'on peut le dire, quasiment une dizaine d'années, collaborer, faire du co-design, faire du développement à plusieurs, c'est quelque chose d'évident en fait. Il n'y a pas d'autre modèle. Et donc, du coup, ça les rassure de voir que même des grosses entreprises s'adaptent à ce type de culture et de pratique. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de CV lors de ces events-là, où les gens sont intéressés de postuler, notamment sur des projets open source sur lesquels on intervient. D'accord. Et donc, c'est là où, en fait, ce côté, on comprend le monde de l'open source et on peut montrer qu'en interne, pour ce qui va être inner source, on travaille de la même façon. Ça marche aussi. C'est aussi intéressant en termes d'attractivité ou Oui, ça joue. Alors, moins que sur l'open source, bien évidemment, parce qu'on n'a pas la même portée. Mais ça nous est arrivé récemment. Ce qui a convaincu un candidat, c'était effectivement le fait qu'on l'avait rencontré, on avait partagé notre initiative inner source. Et c'est ça qui l'avait convaincu à rejoindre notre équipe. Oui, parce que ça lui donne une idée de ce qui va... ce qu'il attend après dans son quotidien, en fait. Comme le disait Sébastien, maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive pour qui c'est naturel, et même pour justement ceux qui sont un peu plus vieux mais qui ont déjà cette conviction du partage, de la collaboration, de l'open source, à arriver dans une entreprise qui a déjà compris un certain nombre de choses, donc pas qu'on soit parfait, mais on a quand même une certaine culture, et donc du coup ça rassure aussi les candidats quand ils arrivent dans notre équipe. Ok. Ça, je pense que c'est assez positif, et c'est vrai que chez Centréon, on voit ça aussi, le côté attractif de l'open source. On a souvent des questions liées à ça, parmi les candidats côté R&D, sur à quel point il y a de l'open source, etc. Est-ce que je pourrais contribuer? Et c'est des choses qui aident vraiment. Pour illustrer ça de manière récente, on a publié une offre d'apprentissage pour justement recruter quelqu'un qui nous aide à développer les stacks inner et open source. J'ai été moi-même assez surpris du nombre de reposts. Sur LinkedIn, c'était assez fantastique. Et en même pas une semaine, on avait plus de 200 candidats qui avaient postulé sur le poste. Moi, j'étais très agréablement surpris. Et donc, on voit bien que ça se traduit aussi. Et les deux keywords étaient là. Inner open source, c'était vraiment affiché en frontal. Et clairement, c'est quelque chose qui séduit les candidats qui sont dans des cursus. Alors, évidemment informatique, mais pas que. Enfin, il y a aussi d'autres types de profils. Et pour moi, il n'y a aucune hésitation. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui a un effet d'attirance. Donc,
les initiatives de ce type-là, donc OSPO, ISPO, là, concrètement, pour que ça marche, il faut une équipe de 50 personnes. Comment ça? On aimerait bien. Non, on est beaucoup plus petit que ça. Moi, je peux pas donner les chiffres en tant que tel, mais c'est vraiment une petite équipe. En fait, il faut voir les 3 composantes qu'on a citées, donc la composante technique, la composante juridique et la composante communication, on va dire, sont incarnées par des fois la même personne. Mais voilà, pour moi, pour un OSPO sur des structures type Thales, c'est minimum 3 à 5 personnes. C'est pour faire bien les choses. Néanmoins, le plus important pour moi, c'est d'avoir aussi le soutien, c'est-à-dire un soutien, on en a parlé déjà tout à l'heure, de la partie top management qui nous permet de légitimer l'initiative, de frapper un petit peu plus fort et de disséminer plus activement et plus efficacement. Mais au quotidien, je dirais que oui, moi, mon équipe open source, c'est vraiment quelques personnes. Même pour un groupe comme Thales. En tout cas, là, on est dans une phase de croissance. Ça fait 5 ans qu'on a vraiment lancé l'OSPO Thales. Aujourd'hui, on arrive à faire du bon boulot, même avec une petite équipe. Évidemment, si demain on me proposait de la doubler, je signe. Toujours, hein, ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir. C'est plutôt, pour moi, c'est tisser un réseau et s'intéresser au fonctionnement, les codes de l'open source, être soi-même un contributeur sur des projets. Ça aide vraiment à expliquer le côté vertueux aux gens, en fait. L'illustrer, et en fait, les gens le comprennent très, très vite. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est important de jouer le rôle de modèle, en fait Pour moi, c'est essentiel. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai rejoint il y a 3 ans maintenant l'OSPO Alliance, qui est une initiative qui permet de aider les gens justement à structurer, à mettre en place un OSPO et aussi à fournir. On fournit un projet qui s'appelle GGI, Good Governance Initiative, et qui permet aux gens très facilement, au travers d'un dashboard d'issue GitLab ou GitHub, de vraiment appuyer leur stratégie sur différents axes, l'axe RH, l'axe technique, l'axe juridique. Et en fait, on se rend compte que ça, moi, je suis devenu contributeur de ce projet. En l'espace de quelques mois, j'ai été nommé comme committer officiel. Et c'est la preuve, par exemple, que ça existe et que ce monde-là aussi est bienveillant. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel. La plupart des gens, peut-être les industriels, vont y chercher aussi un intérêt pour l'entreprise. Mais néanmoins, le trait commun, c'est que c'est des gens qui sont particulièrement tournés vers le partage et l'intelligence collective et l'efficacité collective. Et ça, honnêtement, quiconque qui place du temps sur un projet se rend compte très vite par lui-même de la force de ce collectif-là. Et moi, j'aime bien raconter ces histoires-là aux gens, puisque c'est des vraies histoires, et qui illustrent le côté que si on donne du temps, on aura quelque chose en échange, en fait. Et ça, alors, par contre, il y a peu de contributeurs actifs, enfin pas assez souvent sur les projets, mais néanmoins, cette petite équipe core de contributeurs, elle est essentielle et elle ouvre la porte aux autres. C'est-à-dire, nous, on cherche justement à attirer d'autres personnes et ainsi de suite. C'est exactement pareil à l'échelle de Thales. On essaye de propager ça, c'est-à-dire avoir des gens qui interviennent sur les projets de la SNCF. Par exemple, on est membre de la SNCF, Linux Foundation, Eclipse, et on essaye de leur inculquer ce mindset-là, ce côté je viens contribuer aussi, pas que pour parce que c'est joli et que ça fait bien sur le CV, non, parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher en retour. Et côté inner source, quand on parlait tout à l'heure, tu parlais des bonnes pratiques DevSecOps, de tout ce qui est design system. Est-ce qu'il y a des gens dans l'ISPO qui sont, on va dire, chargés de mettre ça en place et de contribuer à ça pour justement faire en sorte que l'initiative démarre ou Alors, c'est une bonne pratique d'avoir quelqu'un de dédié à une activité, pas forcément une grosse équipe, comme on disait. On a des ressources assez limitées. Donc, il faut effectivement une équipe cœur, indifférent de sa taille, au moins une personne dédiée à ce sujet-là. C'est le cas de Sébastien, c'est le cas de moi-même. Et après, s'appuyer sur un réseau, comme tu le disais, un réseau d'ambassadeurs, de champions, peu importe comment on les appelle. Mais voilà, de pouvoir tisser un réseau, d'avoir des relais locaux, tout simplement, qui vont pouvoir, au quotidien aussi, pousser dans cette direction-là, même s'ils n'ont pas forcément de code d'imputation dédié pour faire ces heures d'activité, ce qui est une question qui revient souvent chez nous. Voilà, mais il faut le minimum du cœur dédié à ça, et après s'appuyer sur un réseau d'ambassadeurs. D'accord, donc en fait, quelque part, ça fait partie de faire vivre la communauté interne, d'animer un petit peu de l'animation, de quelque part contribuer soi-même aux différents projets.
Tu parlais de l'Ospo Alliance tout à l'heure. Hein, effectivement, si vous ne connaissez pas l'Ospo Alliance, allez voir, c'est assez intéressant. Il y a notamment je crois que c'est des podcasts tous les 2 mois, tous les mois. Tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend de la période de l'année. On aura un très bien en septembre avec un invité spécial, ce sera moi-même. Est-ce que du coup, là, l'idée de l'Ospo Alliance, c'est vraiment de partager autour des OSPO et de faire en sorte que ce soit des initiatives qui soient de plus en plus répandues. Est-ce qu'un OSPO, c'est quelque chose que toutes les boîtes peuvent avoir? Est-ce que ça a du sens dans toutes les boîtes? Est-ce qu'il faut une taille, faut être un grand groupe pour que ça commence à avoir du sens? Alors, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Par contre, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille de l'équipe qui représente l'OSPO, c'est, comme l'a dit Thomas, c'est important qu'il y ait un référent, en tout cas quelqu'un qu'on puisse contacter, quelqu'un qui va gérer toutes les problématiques et qui va être un peu c'est mon rôle, moi, d'advocate, c'est vraiment d'aider les gens, de les mettre en relation, de leur expliquer comment ça fonctionne, quel est le processus qu'on a mis en place. Et en ce qui concerne la structure, pour moi, que ce soit une petite start-up de 2 personnes ou une multinationale comme Thales, ça a tout son sens. C'est-à-dire que vraiment, et c'est pas vraiment la taille, pour moi, c'est plutôt peut-être la ramification des process. On va peut-être faire beaucoup plus de processus de contrôle, des choses plus larges sur les grands groupes, et sur la startup, on va aller chercher des choses beaucoup plus dans l'efficacité, la réactivité, et ainsi de suite. Mais en tout cas, l'OSPO, il aura toujours sa carte à jouer au sens où ça va être toujours cette espèce de poisson pilote qui va aider les gens à ce que l'initiative prenne de la taille et surtout à faire en sorte que ça ne parte pas dans toutes les directions. Pour moi, il y a aussi ce côté-là qui est intéressant, c'est d'avoir ce cadre commun qui permet aux gens de se rassurer et puis d'éviter que ça parte dans tous les sens. Nous, on a énormément de GBU, énormément de business line, des métiers, des domaines très différents. Si chacun y allait à son mini OSPO dans sa business line, on aurait vraiment... dans tous les sens, ce serait pas cohérent, effectivement. Donc pour moi, le rôle de l'OSPO, son rôle principal, c'est cette fédération. C'est l'accompagnant, le fédérateur autour d'une stratégie établie et qui doit être acceptée par l'ensemble des acteurs. Quelque part, on en revient... tout début, je parlais de la mise en place des bonnes pratiques qui existent dans le monde de l'open source, qui ne sont pas uniquement pour le monde de l'open source. Encore une fois, l'InnoSource, on souhaite avoir ce genre de bonnes pratiques. C'est ce qui permet de structurer cet effort-là, en fait, d'avoir toutes ces pratiques comme il faut. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que j'ai oublié de couvrir un sujet qui vous semble super important, ou c'est un bon résumé déjà pour nos Moi, je pense auditeurs, qu'on a donné un bon aperçu. Oui, je pense qu'on a un bon aperçu, ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir cette double composante inner et open, et à mon avis, qui est intéressante, parce que, comme on le disait, ça permet d'avoir une progression, de rassurer les gens, de les former, et puis ensuite, et tout n'a pas vocation à être en open source. C'est ça. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le cas de Thales, avec vous tous les deux ici, c'est qu'en fait, ça montre vraiment qu'on ne parle pas juste d'open source, et c'est pas dédié au monde de l'open source. C'est vraiment toutes ces bonnes pratiques de collaboration qui peuvent être dans le monde de l'open source, avec le monde de l'open source, ou même juste en interne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé depuis un certain nombre d'années, qui a transformé l'industrie. Donc, très important de structurer tout ça. Ouais. Puis il y a un mot que j'utilise souvent quand je présente l'InnoSource, c'est le mot sérendipité, alors qui n'est pas forcément très connu. Ouais. Mais voilà, on va générer des opportunités auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Le fait de s'ouvrir, de partager quelque chose, ça peut créer de très belles histoires, et c'est le cas pour nous. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les grands groupes. C'est-à-dire que très souvent, on a une dispersion géographique, de culture, de pratiques, de métiers, comme je disais. Mais en fait, ce vecteur-là, il va permettre de connecter des gens qui, sans ça, ne se seraient jamais sans doute rencontrés. Et ça peut être au travers d'un asset, d'un intérêt. Tiens, toi aussi, tu bosses sur l'IA. Quel LM tu utilises? Ah, celui-là, d'accord. Nous aussi. Tiens, plutôt que d'aller investir chacun de notre côté, on va investir ensemble. Et des histoires comme ça, pour le coup, on en a alors, pas des centaines, mais ça arrive, comme l'a dit Thomas. Franchement, on a des choses qu'on jaillit parce qu'on avait mis en place cette communauté. C'est des choses qu'on n'arriverait jamais à faire apparaître, en fait. C'est évident. Pour moi, j'aime beaucoup ce mot aussi, sérendipité, c'est un très très joli mot. Et effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas provoquer, mais qui vont arriver parce qu'il y a des circonstances qu'on a plaisir à avoir avec ça. Eh bien, écoutez, merci Sébastien, merci Thomas. Merci vraiment super intéressant. Merci d'avoir partagé cette expérience côté Thales. Mais encore une fois, l'idée, c'était pas de parler de Thales, c'était de parler d'OSPO, d'ISPO et comment on met en place toutes ces bonnes pratiques. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, il ne faut pas hésiter à nous laisser des commentaires, à poser des questions.
Pas hésiter aussi à rentrer en contact avec l'Ospoil Alliance, effectivement. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-dedans qui sont prêtes à discuter de tout ce qui touche à l'OSPO. Et puis, maintenant, on est tous des experts sur ces sujets-là. Donc, encore une fois, un grand merci. Et à une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir. Tout est sous contrôle.